Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre pour la solidarité organisée en collaboration avec la Fondation Caritas sur l'enjeu des personnes sans domicile, de Paris à Bruxelles, avec une dimension particulière qui sera la dimension de genre apportée par une étude bruxelloise. Nous avons le plaisir de se trouver de 9 heures à 11 heures ensemble. Il y a une soixantaine de personnes inscrites à notre rencontre des différentes régions de Belgique et de France, en particulier pour discuter de cet enjeu des personnes sans domicile et ou mal logées ou en recherche de logement parce que dans la rue. Nous avons pour discuter de ce sujet deux oratrices et orateurs de talent. D'une part, Pierre-Antoine Chauvin, lauréat du prix Caritas 2021, auquel pour la solidarité participe depuis de nombreuses années. Et Pierre-Antoine Chauvin est lauréat du prix Caritas pour sa thèse de doctorat intitulée L'administration de l'attente, politiques et trajectoires de relogement des familles sans domicile à Paris. Ensuite, on aura une oratrice venant de l'association bruxelloise de lutte contre le sans-abrisme, Lilo, Élodie Blogy, qui nous parlera d'une étude qu'elle vient de mener avec talent et beaucoup de succès sur les femmes sans-abri à Bruxelles. Cette étude vient d'être présentée au Parlement bruxellois et elle sera présentée de manière encore plus exhaustive pour vous dans quelques instants. Voilà, je vais passer la parole à Élodie Blogy et on se retrouve ensuite pour accueillir Pierre-Antoine Chauvin. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir convié Lilo à cet événement pour qu'on puisse effectivement continuer à faire parler de cette recherche. Je vais partager mon écran pour vous partager une présentation PowerPoint, ça sera plus simple. Voilà, et alors je vais le mettre en diaporama. C'est plus facile. Donc, effectivement, moi, je suis la chargée de projet sur cette recherche sans-abrisme au féminin, sortir de l'invisibilité. Donc, c'est une étude d'action sur les violences faites aux femmes les plus précaires, en l'occurrence les femmes sans-abri, avec aussi préfiguration d'un centre de jour pour femmes. Donc, en fait, rapidement, il y a vraiment deux parties dans cette recherche et dans le rapport également. Je ne vais pas détailler la méthodologie, mais en gros, il y a une partie qui relève vraiment de constats sur le vécu, les trajectoires et les difficultés des femmes en situation de sans-abrisme et la façon dont elles sont reçues actuellement, accompagnées dans le secteur, à Bruxelles en tout cas. Ça, c'est vraiment toute la première partie et c'est fondé principalement sur toute une série d'entretiens que j'ai pu mener en même temps avec des associations du secteur sans-abri, mais aussi avec des associations du secteur féministe, avec des associations qui accompagnent par exemple des personnes en situation de prostitution, des personnes en migration, etc. Donc l'idée était vraiment de toucher un maximum d'acteurs, d'actrices qui travaillent auprès de publics qui sont susceptibles d'être à risque ou en situation de sans-abrisme. Donc cette première partie de constat, elle est fondée sur ces entretiens et sur une revue de la littérature assez générale. Et puis, il y a eu toute une deuxième partie qui consistait plutôt à développer un concept de centre de jour pour femmes, qui est un peu notre recommandation principale par rapport à la situation des femmes sans abri à Bruxelles. Et donc, pour mettre en place ce concept, on a créé deux groupes de travail. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on a notamment créé un groupe d'expertes du vécu. On les a appelés experts du vécu. Donc, c'est une dizaine de femmes qui ont vécu en fait une situation de sans-abrisme, d'exclusion du logement, de mal logement, et qui ont réfléchi à ce concept de centre de jour avec nous. Aujourd'hui, du coup, spécifiquement pour cette présentation, je vais plutôt me concentrer sur les constats
les trajectoires, les enjeux et l'accompagnement des femmes en situation de sans-abrisme, plutôt que sur le projet de centre de jour dont je dirai quelques mots à la fin, mais je vais surtout me concentrer sur la première partie. Les grands constats. La première question qu'on me pose généralement quand je dis que je travaille sur les femmes en situation de sans-abrisme, c'est combien elles sont. Il y a un peu cette obsession du chiffre, sachant cependant que les chiffres, c'est toujours un petit peu, on peut leur faire dire beaucoup de choses, mais en tout cas, les chiffres plus ou moins officiels dont on dispose, ce sont les dénombrements effectués tous les 2 ans par Bruxelles. Et selon le dernier dénombrement qui a eu lieu l'an dernier, on avait plus ou moins 21%, donc c'est en bleu, 21% de femmes en situation de sans-abrisme, et important aussi à signaler, 17% de mineurs, et en général, les enfants qui sont recensés sont en fait des enfants qui accompagnent leur mère dans des structures d'hébergement, des structures d'accueil. Et donc, le dénombrement recense en même temps toutes les personnes qui sont à un moment dans le secteur, y compris dans les structures d'accueil, les maisons d'accueil, et puis recense les personnes dans l'espace public pendant une nuit de recensement. Donc, c'est une photographie à un moment donné. Ça, c'est les chiffres. Mais comme je disais, on peut leur faire dire beaucoup de choses et nous, on pense qu'il y a aussi plein de choses qu'ils ne disent pas, ces chiffres, particulièrement pour le sans-abrisme au féminin. La première chose à souligner, c'est l'importance de ce qu'on appelle le sans-abrisme caché. Donc, les femmes ont conscience, évidemment, que la rue est un milieu très violent, particulièrement pour elles. Et donc, elles vont tout faire pour éviter la rue en tant que telle. Et donc, elles sont assez nombreuses à plutôt activer leur réseau et donc être hébergées chez des amis, dans la famille, etc. Ce qui est en fait une forme d'errance invisible qui est aussi particulièrement fatigante, etc. Parce qu'en fait, très souvent, elles vont changer souvent d'endroit pour ne pas trop fatiguer le réseau. Elles vont partir tôt le matin, revenir tard le soir pour ne pas être trop présentes, particulièrement si elles sont hébergées par de la famille ou des amis qui ont déjà un petit logement. Donc ça, c'est toute une forme de sans-abrisme qui est très fort, dont on sait, la littérature montre qu'il est davantage utilisé par les femmes, mais qu'évidemment, on n'arrive pas à capter, nous, en tant que secteur sans-abri. Donc ça, c'est un chiffre, évidemment, qui est très difficile à amener et qui n'est pas comptabilisé dans le recensement. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est logement précaire, inadéquat. Et donc ça va être le fait d'inadéquat, par exemple, dormir dans une voiture, dormir dans un squat. Et précaire, ça va être dans des logements insalubres, pas bien isolés, pas bien chauffés, sans lumière du jour, etc., trop petits. Ça, c'est aussi une forme de sans-abrisme, en fait. Donc, on a une typologie qui s'appelle la typologie Ethos, qui est une typologie européenne et qui crée, il y a une série de catégories. Et donc, dans le logement précaire, c'est aussi en fait une forme de mal-logement et de sans-abrisme. Et ça, on sait que ça va toucher particulièrement à Bruxelles les familles monoparentales, les mamans qui sont toutes seules avec des enfants, qui ont des petits revenus, voire des revenus de remplacement. Et quand elles ont en plus un background d'immigration, c'est très compliqué. Donc, on sait qu'elles se retrouvent très souvent dans des logements en sous-sol, sans lumière, où elles dorment sur le canapé, elles n'ont pas de chambre, etc. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est en fait pas recensé. Dans cette même typologie européenne, le logement précaire, une des sous-catégories, c'est aussi le fait de vivre sous la menace de violence domestique, puisqu'en fait, on considère que ce n'est pas vivre dans un logement safe, sécurisant, à soi. Et donc, en fait, ça, évidemment, c'est même de façon générale un chiffre noir dans nos sociétés. Ce chiffre, il n'existe pas, le nombre de personnes qui vivent sous la menace de violence domestique, mais donc forcément, il n'est pas non plus repris dans les chiffres de Bruxelles. Et enfin, un élément très important, c'est qu'on sait bien, tous les indicateurs montrent que la précarité est d'abord féminine. Donc, tous les indicateurs en termes d'écart de revenus, d'inactivité, de métiers mal rémunérés, etc. Tout montre de pensions, etc. À tous les niveaux, les femmes sont plus précaires, plus pauvres que les hommes. Un seul chiffre qui est assez parlant, c'est
les personnes en situation de pauvreté individuelle. Donc, assez souvent, on calcule la pauvreté sur base du ménage. Or, en fait, le ménage, c'est un cache-sexe pour la pauvreté des femmes, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont en situation de pauvreté individuelle, mais qui ne sont pas, leur ménage n'est pas en situation de pauvreté, puisque l'homme gagne plus, et donc le ménage est à l'équilibre. Mais quand on regarde en pauvreté individuelle, 7 personnes sur 10 sont des femmes, en fait. Tout ça pour dire que quand on prend tous ces éléments, nous, on estime que le sans-abrisme au féminin, il est en fait assez sous-estimé et que du coup, le secteur touche une frange assez restreinte de ces femmes en situation de sans-abrisme. Un autre constat essentiel, c'est la place des violences fondées sur le genre dans les parcours. Donc, il peut y avoir évidemment énormément de parcours différents, de profils différents. Mais ce que montre la littérature, et ici j'ai repris une citation de la FEANSA, qui est la Fédération européenne des associations qui accompagnent les personnes sans abri, en fait, à peu près toutes les analyses internationales montrent que les violences conjugales, les violences fondées sur le genre, c'est une des causes majeures du sans-abrisme féminin. Ça peut être de façon très directe, c'est-à-dire qu'il y a un profil, un parcours, une trajectoire assez classique, linéaire, facile à comprendre de je fuis un conjoint violent et je me retrouve à la rue potentiellement avec mes enfants. Ça, c'est la trajectoire la plus simple, mais il y a évidemment des trajectoires où ça n'est pas spécialement la cause directe, ça n'apparaît pas comme la cause directe. On peut aussi se retrouver en rue quand on est une femme parce qu'on a des problèmes d'alcoolisme, parce qu'on ne sait plus payer un loyer, etc. Mais en fait, quand on retourne la situation, quand on l'approche d'une autre façon, c'est-à-dire quand on va creuser dans les parcours, là, on retrouve à peu près systématiquement des violences dans le parcours des femmes. Donc, même si elles ne se sont pas retrouvées à la rue directement en raison de violences conjugales, on va trouver des violences fondées sur le genre. Et donc, ça va de violences dans l'enfance, inceste, violences entre partenaires, violences sexuelles, toutes les violences qui peuvent être liées à un parcours de migration, donc des violences dans le pays d'origine avec mutilation génitale, potentiellement mariage forcé, ce genre de choses, et puis violences sur le trajet de l'exil, exploitation une fois ici, prostitution, réseau de traite, etc. Donc on a un panel malheureusement assez exhaustif de toutes les violences fondées sur le genre quand on observe les parcours des femmes sans abri. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres de différentes études, mais c'est simplement pour montrer voilà, à quel point c'est prégnant. C'est notamment très intéressant, il y a une étude européenne menée dans 4 pays. C'était vraiment le même questionnaire et donc on voit que entre 50% et 100% des femmes sans abri interrogées imputent leur situation de sans-abrisme à la violence d'un partenaire et 21 à 55% à des violences ou des abus intrafamiliaux. Donc là, c'est plutôt pour des jeunes filles qui quittent des familles violentes. Et vous verrez qu'on a aussi des études vraiment au niveau belge et à chaque fois, c'est assez majeur, les violences dans les parcours. Ce qui était intéressant pour nous avec la recherche ici, c'était de voir comment le secteur bruxellois accueille ces femmes et donc de quelle façon il est formé aussi à cette problématique qui est en fait majeure dans les parcours. Et ce qui ressort malheureusement, c'est qu'on a un secteur qui est très inégalement formé et donc on va avoir des écarts d'expertise très importants. Donc là où on peut penser qu'il y a le plus d'expertise, c'est a priori dans les maisons d'accueil. Donc il y a des maisons d'accueil pour femmes avec enfants ou sans enfants, pour femmes et familles. Et donc là, très souvent, on a aux alentours de 80% des femmes hébergées qui sont en fait des femmes victimes de violences, qui sont là parce qu'elles ont fui des violences. Donc on pourrait se dire qu'a priori, c'est là qu'on trouve le plus d'expertise, mais en fait, c'est même pas systématique. C'est-à-dire qu'on va avoir, notamment au niveau de la création de ces structures, des approches très différentes. Donc, il y a des structures qui viennent vraiment du secteur féministe et donc qui combattent les violences faites aux femmes, etc. Donc, qui ont cette approche vraiment intégrée et la connaissance. Mais il y a aussi une série de maisons d'accueil qui viennent plutôt de congrégations religieuses ou qui étaient avant des maisons pour jeunes filles, où on est beaucoup plus dans une approche du coup paternaliste, potentiellement de remettre les jeunes filles sur le droit chemin. C'est plus le cas, mais parfois on garde un peu cette historicité. Et donc, ce n'est pas pour autant évident que tout le monde va être formé au cycle des violences conjugales, par exemple. Ensuite, quand on va dans un secteur plus généraliste, donc là, les structures d'urgence comme le SAMU social,
Là, évidemment, on est dans l'urgence, il y a manque de temps, manque de moyens, impossibilité de se former sur tout. Et donc, il y a une conscience en fait très nette qu'on n'est pas assez formé et que pourtant, on est, on est la première ligne. Hein. Quand j'ai fait des entretiens avec les AMU sociales, on me disait la police nous les amène, c'est quand même nous la première ligne, mais il n'y a pas les ressources suffisantes pour être formés complètement. Et puis, quand on va dans les accueils de jour, qui sont aussi censés être la première porte d'accès vers le secteur et vers une première aide, ces accueils de jour sont en fait très majoritairement fréquentés par des hommes, ce qui en fait des lieux assez insécurisants pour les femmes, étant donné qu'on connaît toutes les violences qu'elles ont vécues dans leur parcours. Et donc, forcément, là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si notre public est majoritairement masculin, pourquoi est-ce qu'on irait se former à une problématique qui concerne 15% de notre public? Ensuite, la question se pose aussi, ça je ne l'ai pas investigué, mais à propos des hôtels qui ont été ouverts en urgence pendant le Covid. On peut évidemment se douter qu'il n'y a pas eu un temps nécessaire ça a dû être ouvert en urgence, donc il n'y a pas spécialement eu de formation à ces questions-là, qui ressort assez souvent aussi dans le secteur, notamment au niveau des maisons d'accueil, c'est qu'il y a très fort un sentiment d'infantilisation par les femmes qui y passent, ce qui peut confiner à des formes de violence institutionnelle et ce qui est en soi un peu en contradiction avec ce dont les femmes auraient besoin, c'est-à-dire que quand on sort de violence conjugale, on a été sous le contrôle d'un conjoint, on a justement envie de plus de liberté et elles se retrouvent très souvent du coup dans des structures où il y a énormément de règles, elles doivent respecter un couvre-feu, etc. Ce qui ne les amène pas spécialement à aller vers plus d'émancipation. Un autre constat, c'est que, donc là j'ai parlé des parcours, mais évidemment pour les quelques femmes qui vont effectivement se retrouver vraiment en rue, qui ont peut-être épuisé leur réseau, qui ne sont plus dans du sans-abrisme caché et qui arrivent vraiment dans l'espace public, là les violences fondées sur le genre sont évidemment encore accentuées. Ce qui est omniprésent, ce sont les violences sexuelles et donc les viols. Les viols en rue pour les femmes sans abri, c'est presque de l'ordre de la banalité. C'est d'ailleurs quelque chose qui met très, très fort les travailleurs sociaux dans une situation d'inconfort, puisque très souvent, les femmes vont banaliser les agressions dont elles sont victimes parce que c'est tellement présent dans leur quotidien qu'elles ne peuvent pas se permettre d'en faire un trauma à chaque fois. Elles sont obligées de continuer à fonctionner au jour le jour et donc elles vont banaliser très, très fort ces violences. Ces violences étant tellement présentes qu'elles vont induire en fait une série de stratégies d'évitement chez les femmes. Donc, toute la façon dont les femmes occupent l'espace public, en général, on le sait, et donc encore plus pour les femmes sans abri, va être impactée par ce risque omniprésent de violence sexuelle. Et donc, ces stratégies d'évitement, ça va être par exemple de se masculiniser, ça va être de conserver une apparence normale, entre guillemets, pour se fondre dans la masse, d'investir des lieux de passage comme les gares et les aéroports. À un moment, c'était assez connu, par exemple, qu'il y avait pas mal de femmes sans-abri qui allaient à l'aéroport de Zaventem, puisque là, être une femme sur une valise, en fait, ça n'attire pas l'attention et ça reste un microcosme. Il y a pas mal de contrôle social, etc. Donc, c'est assez sécurisant. Une autre stratégie d'évitement, ça va être par exemple d'être toujours en mouvement, donc de surtout pas se poser à un endroit, mais tout le temps marcher, prendre des transports de terminus en terminus, par exemple, ce genre de choses. Ensuite, il y a évidemment des stratégies, un peu des stratégies de survie, mais qui vont exposer à de nouvelles violences. Et là, on est un peu dans un choix type la peste ou le choléra. Il y a évidemment tout ce qui est consommation, addiction, pour oublier le quotidien, etc., ou pour oublier l'agression sexuelle dont on a été victime la veille, on va consommer, mais évidemment, ça expose à davantage de risques également. Très souvent, les femmes en rue vont en fait chercher la protection d'un homme ou d'un groupe d'hommes, parce que c'est un peu la seule façon d'être protégée, mais assez souvent, ça a un prix, évidemment. Mais voilà, comme je disais, c'est un peu la peste ou le choléra, quoi. On accepte certaines violences ou on accepte des activités, des relations sexuelles avec un homme ou un groupe d'hommes, et comme ça, on est protégé des autres agressions potentielles. Et dans le même état d'esprit, il y a un peu tout le continuum qui va
ce qu'on appelle le survival sex à la prostitution plus classique, entre guillemets, voire les réseaux de traite. Donc, le survival sex dans la littérature anglo-saxonne, c'est vraiment le fait d'accepter des relations sexuelles pour bénéficier d'un toit. Et donc, c'est des hommes qui, en rue, ça dans notre groupe de femmes qui ont vécu le sans-abrisme, elles leur racontent beaucoup les propositions d'hommes, quoi, de ah ben, viens chez moi, tu auras un peu chaud cette nuit, tu auras un lit, tu auras une douche. Mais elles savent très bien, évidemment, qu'il y a une contrepartie. Mais comme disait une de ce groupe récemment, voilà, quand on a dormi pendant une semaine à la rue, qu'on n'a pas eu de douche, et qu'en fait, c'est le même mec qui passe, qui nous offre parfois un café, qui n'a pas l'air si terrible que ça, on accepte, on sait qu'il y a une contrepartie, mais au moins, on dort dans un bon lit et on peut prendre un bain. Ça, c'est ce qu'on appelle survival sex. Et puis, il y a évidemment la prostitution plus classique, entre guillemets, de rue, qui peut permettre de se payer un hôtel pour la nuit et donc d'être plus ou moins en sécurité. Mais bien sûr, il y a aussi des risques de traite des êtres humains, de se retrouver dans des réseaux. Et on sait que pour toutes ces stratégies qui exposent potentiellement à de nouvelles violences, les femmes migrantes, les femmes trans et les femmes consommatrices sont évidemment encore plus exposées à des violences. Ce qui ressort des entretiens par rapport à cette violence en rue, c'est d'une part qu'il n'y a vraiment pas de réponse adéquate aux viols subis pour le moment. Ça, c'est vraiment un grand sentiment d'impuissance qui ressort de la plupart des témoignages des travailleurs et des travailleuses sociales par rapport à cette question des viols. C'est qu'en fait, il y a une espèce de non-demande et donc on ne sait pas quoi faire de ces viols. On ne sait pas comment accompagner les femmes sans abri par rapport à ces viols. Ensuite, ce qui ressort très fort, qu'il y a une espèce de tentative de maintenir un idéal de mixité parce que la mixité est en soi valorisée comme une valeur importante dans notre démocratie, etc. Mais dans le même temps, il y a le constat que ces femmes sont exposées à des violences, qu'il faut en fait les protéger, puisqu'il y a certains travailleurs, certaines travailleuses qui m'ont d'ailleurs fait état d'agressions sexuelles qui ont eu lieu dans leurs institutions. Donc, il y a une conscience très forte qu'il faut les protéger. Donc, on va mettre en place une série de choses potentiellement un peu à la marge, mettre des créneaux spécifiques pour les douches, pour les femmes, etc. Donc, on va recréer une sorte de non-mixité dans la mixité, mais sans remettre totalement en cause l'idée de mixité dans ces centres, particulièrement pour les centres de jour, je parle ici. Donc, comme je vous le disais, il y a vraiment des constats d'agressions sexistes et sexuelles au sein de certaines structures. Les travailleuses que j'ai eues, parce que j'ai beaucoup fait des entretiens avec des travailleuses, elles étaient à peu près toutes confrontées elles-mêmes à du sexisme dans le cadre de leur travail et c'était presque un peu intégré comme faisant partie du boulot. C'était à elles de développer des stratégies pour se défendre de ce sexisme. Et ce qui ressort également beaucoup, c'est qu'il y a un manque de connaissances et une certaine méfiance réciproque avec les associations féministes, les associations du secteur droits des femmes, et avec, par exemple, toutes des associations spécialisées, comme les associations qui accompagnent les TDS, les prostituées, les personnes trans, etc. Donc, c'est des associations qui se connaissent assez mal et qui sont parfois méfiantes les unes par rapport aux autres. Et alors, très rapidement, donc pour nous, une des pièces du puzzle qui manque actuellement dans le paysage bruxellois, c'est un dispositif d'accueil de jour uniquement pour femmes. C'est ce que nous, on a essayé de développer. Et donc, très rapidement, pourquoi ? Simplement parce qu'on estime que pour l'instant, il n'y a aucune structure qui répond de façon spécifique en fait, aux besoins des femmes sans abri à Bruxelles. Et de façon spécifique, ça veut dire aussi en tenant compte vraiment des rapports de domination et des violences fondées sur le genre, qui sont en fait une des causes majeures de leur errance et de leur sans-abrisme. Ça veut dire aussi que pour l'instant, il n'y a pas de formation spécifique qui croise vraiment tous ces enjeux. Il y a plein de formations sur les enjeux spécifiques, mais rien qui rassemble tout. On manque d'espaces sécurisants, du coup, à l'abri de la présence masculine. Il y a dès lors un non-recours des femmes aux services de première ligne, particulièrement aux services de jour. Et ce non-recours entraîne du coup un non-recours au droit, un risque d'éloignement et donc d'aggravation de la situation. Et donc, ce centre, l'idée, ça serait vraiment de créer un lieu d'accueil sécurisant qui répondrait aux besoins spécifiques des femmes en situation en risque de sans-abrisme, avec une réelle approche genre, donc qui tienne compte des rapports de domination, qui tienne compte des violences fondées sur le genre dans les parcours et des traumas que cela crée.
Et donc, ce centre, il viserait en même temps à répondre à l'urgence avec des services de base, mais aussi à favoriser l'émancipation et l'autonomie des femmes en les considérant réellement comme actrices, avec pour mission de sortir durablement les femmes du sans-abrisme. Voilà, ça c'est l'idée de ce centre. Et peut-être pour terminer, je voulais vous lire un texte donc avec ce groupe de femmes expertes du vécu qui ont participé à la conceptualisation du projet. On a fait un atelier d'écriture pour qu'elles puissent un peu voilà, mettre des mots sur elles, la façon dont elles imaginent ce centre qu'elles ont construit avec nous. Et donc, je voulais vous lire le texte de Marie pour terminer. Un toit pour te reposer le jour, un centre pour se centrer, ton repère en journée, unité de lieu et de temps. Comme une référence pour nous, pour les femmes sans boussole de nuit, pour les femmes assourdies, sans toit ni matelas. Le point fixe des femmes sans domicile. Disons bonjour au nous, plus d'isolement. Adieu solitude de sans-abri. Nous sommes dans un texte collectif fleurissant dont nous serions les mots agissants. Voilà, je termine là-dessus. Ah, on ne t'entend pas, Denis. Merci beaucoup, Élodie, pour à la fois ce témoignage, cette recherche-action, mais en même temps, tu es la porte-parole de témoignages émouvants et que nous entendons au travers de ta voix. Donc, merci pour cela, merci pour l'étude qui a été faite et évidemment, au nom de Pour la solidarité, toute notre appui et pour le projet de créer un centre de jour pour femmes. Merci. Alors, je voudrais, donc il y a une cinquantaine de personnes, oui, il y a plus de 50 personnes maintenant présentes parmi les participants qui n'utilisent pas pour le moment, parce que je ne l'ai pas dit, mais à culpa, la discussion, les questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le chat ou poser une question dans les deux éléments qui sont prévus pour et on vous y répondra. Mais une question pour Élodie qui vient d'un auditeur ou une auditrice. Pourquoi créer un centre de jour et pas de nuit? Élodie? Oui. C'est une des questions qui revient le plus. Simplement parce que pour le moment, il y a déjà pas mal de structures. Il y a des structures d'hébergement, des maisons d'accueil. Il y en a déjà pour les femmes et pour les familles. Le problème des maisons d'accueil, c'est qu'elles ont souvent un seuil d'accès élevé, c'est-à-dire que quand on n'a pas de papier ou quand on a trop de problèmes d'addiction, etc., par exemple, on ne va pas pouvoir toujours accéder à ces maisons d'accueil. Après, il y a aussi tout ce qui est accueil d'urgence. Et donc, a priori, jusqu'ici en tout cas, le SAMU social avait une politique qui était généralement de quand il y avait une demande d'hébergement pour la nuit pour une femme, on trouvait une place pour une femme, on ne laisse pas les femmes en rue. Après, il y a quand même des femmes qui refusent d'aller au SAMU social pour diverses raisons, par exemple parce qu'elles ne peuvent pas y aller avec un compagnon, etc. Et donc, en termes de logement la nuit, voilà, il y a déjà des choses qui existent. Et nous, simplement, l'idée, c'est je pense qu'il en faut toujours plus, des maisons d'accueil pour victimes de violences, par exemple, on continue d'en créer et les places sont toujours saturées. Donc, il faut évidemment en créer. Nous, on s'est simplement dit que là, dans le paysage, un des éléments qui manque, c'est effectivement une structure de jour, puisque les structures de jour sont toutes mixtes et que c'est un premier point, c'est une première façon d'accéder au secteur, c'est une première façon d'obtenir de l'aide et donc d'obtenir aussi un accompagnement psychosocial pour retrouver un logement, pour réactiver ses droits, etc. Et qu'en fait, ce premier seuil, ce premier seuil d'accès, pour l'instant, il fait défaut pour les femmes parce qu'elles ne vont pas dans ces centres-là. Et donc, ça veut dire qu'on loupe toute une série de femmes qui, du coup, vont parfois arriver beaucoup plus tard dans le secteur avec plus de problématiques, plus abîmées, etc. Et donc, ça ne veut pas dire… on pense évidemment qu'il faut encore créer des maisons d'accueil pour femmes victimes, par exemple. Il y a d'autres choses à faire. C'est simplement que nous, on s'est dit, OK, là, il y a vraiment quelque chose qui manque, qui n'existe pas pour le moment. Et c'est
cette pièce du puzzle qu'on veut apporter, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement ça va répondre à tous les problèmes. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va toucher toutes les femmes en situation de sans-abrisme à Bruxelles, mais en tout cas, c'est de se dire, au moins, ça, c'est une pièce supplémentaire qu'on amène au puzzle. Mais peut-être que Aude, tu veux répondre aussi sur cette question. Oui, peut-être un élément de comparaison a été développé aussi en début d'année un centre de jour pour jeunes en errance à Bruxelles, dont Lilo est membre du conseil d'administration. La question était la même. Il y a des besoins d'hébergement pour les jeunes, autant qu'il y aurait besoin d'un centre de jour. Et avec tout un travail sectoriel et intersectoriel dans les deux cas pour un centre de jour pour femmes et de jeunes, on a vraiment décidé de mettre la priorité sur la question de l'accompagnement, de l'empowerment, de la capacitation. Et c'est des choses qui se font plus facilement en journée. On a l'intention de pouvoir développer des ateliers, des suivis de l'accompagnement et d'offrir des plages entières dans la journée pour ces accompagnements. Alors, je vois qu'il y a aussi dans le chat une remarque sur la question du viol et de la formule utilisée par Élodie. Je pense qu'Élodie utilise cette formule en partant du point de vue des femmes qui disent elles-mêmes « je ne peux pas me permettre d'en faire un trauma ». À chaque fois. C'est évidemment pas un jugement ou une analyse que porterait Lilo sur cette question. On n'est pas du tout en train de dire effectivement que c'est pas un trauma ou un problème, mais dans le vécu des femmes et leur parcours, c'est des choses qui reviennent. Je ne peux pas me permettre de ne pas avancer, en fait. Enfin, voilà, Élodie, peut-être… Non, c'est peut-être plutôt dans l'analyse des travailleurs sociaux, de dire, je veux dire, un viol, effectivement, c'est une déflagration, et quand elles doivent juste savoir où elles vont dormir le soir, ce qu'elles vont manger, etc., il y a un peu une espèce de mécanisme de verrouillage, en fait, dont certains travailleurs sociaux me parlaient. Et j'ai aussi interrogé le centre de prise en charge des violences sexuelles à Bruxelles, qui a un dispositif formidable et justement qui est vraiment intégré avec dans la prévention, le suivi, etc. Et il y avait une conscience très claire que ce dispositif, pour le moment, ne répond pas aux demandes des femmes en situation de sans-abrisme qui arrivent parce qu'elles sont renvoyées là-bas par des associations ou par la police. Et donc, elles viennent, mais la travailleuse en question me disait très souvent, nous, on est là avec un suivi à long terme, des rendez-vous psychologues, 20 rendez-vous gratuits, etc. Et en fait, ça ne convient pas du tout aux femmes en situation de sans-abrisme parce qu'elles veulent juste un endroit où se poser, elles veulent juste savoir où elles vont dormir, etc. Et donc, évidemment, l'idée, ce n'est pas du tout de dire que, bien sûr que c'est un trauma énorme, c'est juste, je pense que quand on n'a pas les besoins de base qui sont comblés et qu'on n'a pas un environnement un minimum safe, on fait en sorte, je présume, de réduire au maximum l'impact du trauma, sinon c'est juste impossible à gérer dans la situation dans laquelle elles sont, quoi. Et donc c'est ça en fait qui met les travailleurs et les travailleuses sociales en difficulté, c'est de voir que en fait elles vont très souvent banaliser, elles demandent aucun accompagnement, aucun suivi, et on peut évidemment pas les forcer à se confronter au fait que c'est terrible ce qui leur est arrivé si elles n'ont pas les conditions pour y faire face, quoi. Oui, on a entendu Élodie. On essaie toujours de trouver une solution téléphonique avec Pierre-Antoine Chauvin, mais une question qui nous vient de Toulouse, de Rachel Berthollet. Merci Rachel, qui qui dit qu'elle a mené une étude sociologique à Bordeaux qui apportait des recommandations similaires. Donc merci pour cette comparaison. C'est peut-être intéressant, Élodie et Aude, d'entrer en contact avec Rachel Berthollet au CIAO de Haute-Garonne. Et elle demande si vous avez des pistes de réflexion concernant la question de la formation des professionnels. Oui, j'y vais. Oui, vas-y. Complète, Élodie. Effectivement, c'est une question qu'on s'est posée et qu'on a d'ailleurs travaillé avec les secteurs qu'on a rencontrés. En fait, le projet, ce serait de se dire qu'on n'aura jamais des gens complètement formés à l'entièreté des problématiques
dans nos recherches de candidats pour travailler sur ce centre de jour. Et donc, ce qu'on a l'intention de faire, c'est de se dire que le jour où le centre de jour est créé, on prend quelques semaines de travail pour faire une formation complète et large à l'ensemble des intervenants. Un des points qui nous importe, c'est de se dire que autant le personnel technique, personnel de ménage ou de choses comme ça, dans le milieu du sans-abrisme, on se rend compte que le personnel de ménage ou d'accueil, d'entretien est une clé, en fait, bien souvent, parce que c'est des personnes qui ont des relations informelles avec les publics et souvent c'est via ces relations informelles que peuvent passer des problèmes, des besoins, des demandes. Donc on a vraiment l'intention de monter une formation sur mesure en s'appuyant sur des formations existantes, sur les questions des violences, les questions de genre, les questions de travail social, les questions de gouvernance partagée et de participation des usagères au processus. C'est des choses qu'on met en place déjà dans la plupart de nos services de l'ILO. Voilà, de ne pas avoir un spécialiste travail social, un spécialiste ou une, dans ce cas-là, genre, mais de se dire que les personnes vont avoir une série de compétences et d'outils pour pouvoir intervenir sur l'ensemble des problématiques, même s'il y aura sans doute, évidemment, des spécialisations pour chacun et chacune. On ne t'entend pas, Denis, pardon. Est-ce que je peux faire une suggestion, Élodie, Aude? Est-ce que vous pouvez peut-être mettre dans le chat une adresse mail où il pourrait y avoir un contact qui soit pris avec vous, avec Lilo. Et donc, peut-être il y a une boîte d'infos à Lilo ou bien votre adresse. Vous pouvez mettre dans le chat. Comme ça, il peut y avoir des contacts. Il y a Madame Wertz qui réagit. Évidemment que la question de la reconnaissance des problématiques et de celle du viol va faire partie aussi de toute intervention sociale, enfin en tout cas dans notre pratique à l'ILO, la reconnaissance des besoins et des problématiques des gens qu'on accompagne est la première étape, c'est évident. Ouais. Oui, et du coup, il y a une réelle volonté de précisément réfléchir avec le CPVS, le Centre de prise en charge des violences sexuelles, précisément réfléchir à un autre protocole, comment on peut accompagner effectivement les femmes sans abri victimes de violences sexuelles, comment on peut répondre à leurs demandes ou à leurs non-demandes. Bien sûr, je suis vraiment désolée si ma formulation était maladroite, ce n'était pas du tout mon objectif de mépriser ou de minimiser l'impact des traumas. Merci, Élodie. Je vais demander en direct à mes collègues qui sont dans une autre pièce si on a un lien téléphonique avec Pierre-Antoine, à défaut d'avoir un lien Zoom. Est-ce que vous pouvez me répondre? Vous êtes en recherche de lien avec lui. Moi, j'ai une question, Élodie, Aude. Est-ce que vous êtes en relation européenne? Donc, nous avons la moitié plus ou moins de nos participants qui sont français. Est-ce que vous avez des liens internationaux? Est-ce qu'il y a des réseaux? Vous parliez de FEANSA, mais Élodie, tu as parlé très, très rapidement de FEANSA. Est-ce qu'il y a d'autres liens? Est-ce que vous êtes membre de fédération européenne? L'Europe intervient quand même assez souvent, comme think tank européen, nous suivons beaucoup les enjeux de lutte contre la pauvreté et d'exclusion sociale européens. Et donc, est-ce que vous avez des liens au niveau européen? On aimerait bien, en fait, un des objectifs de cette année 2022, on voudrait aller faire des missions dans des centres de jour femmes qui existent déjà. Et donc, effectivement, il en existe en France, à Paris, à Grenoble, au moins à Bordeaux aussi. Et donc, ouais, on aimerait bien pouvoir aller visiter ces centres et échanger justement sur les bonnes pratiques. On a aussi eu un échange là avec un centre de jour à Montréal, qui est une approche assez intéressante.
Donc, ouais, en 10 mois, on aurait bien voulu déjà faire nos missions là en 2021, mais c'était quand même vraiment un peu trop court en 10 mois. Et donc, c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place. Et on a aussi une de nos travailleuses qui a participé à une session d'études justement avec la FEANSA sur les problématiques des femmes en situation de sans-abrisme. Et donc, qui est revenue avec pas mal de contacts justement de centres de jour et d'associations qui s'intéressent à ces questions. Oui. Ça va vraiment être l'étape de cette année, en fait, de se dire comment on le concrétise et comment on va s'appuyer sur d'autres recommandations comme celles que Rachel a faites. Et effectivement, il y a aussi, on suit évidemment régulièrement le site de Pour la Solidarité qui pointe effectivement de manière très qualitative d'autres expériences ailleurs. Donc voilà. On ne t'entend pas, Denis. Moi, Élodie, attention, tu mets tes messages dans haut tes panélistes et pas à tout le monde. Donc, attention, il y a deux. Oui, oui. Je vais transférer tout ça. Et Rachel fait la proposition de se voir. C'est une super proposition. On note son… Et donc, tu sais que le CCAS est un équivalent plus ou moins de notre CPAS. Ouais, oui, tout à fait. Merci pour la proposition et effectivement, soit venir vous voir, soit se faire une visio ensemble. Les liens internationaux sont quand même toujours importants et je crois que c'est une bonne chose de pouvoir établir des liens de ce type. On a également postulé en fin d'année dernière à une bourse de fondation européenne, mais malheureusement, on n'a pas obtenu le soutien et ils nous ont envoyé hier la liste des projets qui avaient été retenus sur les questions de femmes et de pauvreté. Donc, il y a sans doute aussi des choses à aller piocher parmi ces lauréats. Peut-être un message, bon, certainement pour Rachel Berthelet, je ne veux pas écorcher son nom, et à vous, Élodie et Aude de Lilo. Il y a des programmes européens dont nous sommes, pour la solidarité, assez spécialistes, de création d'outils de formation dans des domaines spécifiques. Et donc, si vous voulez, on peut vous donner un coup de main pour monter un programme financé par la Commission européenne. Volontiers, c'est super. Donc, parce que ça, c'est quelque chose effectivement qui ne sera pas financé sans doute par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics vont faire un appel à projet pour la création d'un centre de jour pour femmes à Bruxelles là, en 2022. Mais il y a plein de volets qui ne sont pas pris en charge. Souvent, ce qui est pris en charge, c'est l'équipe fixe. Et le volet formation auquel on tient beaucoup sera utile de le travailler. Donc, Denis, volontiers avoir vos informations ou un échange là-dessus. Donc, avec le CCS de Toulouse, et on peut certainement trouver, malheureusement, je dirais, dans d'autres pays, des structures qui s'occupent de ce type de choses. Si je dis malheureusement, c'est bien entendu parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une situation de détresse dont il faut s'occuper. Ouais. Malheureusement, on me dit que impossible d'avoir Pierre-Antoine en lien Zoom, Zoom ou autre, et donc voilà. Okay. Malheureusement, rien ne peut faire. Donc, ici, un contact de Vincent Le Taillandier de Paris. Sur le plan général, quel est le degré de saturation de l'offre d'hébergement d'urgence à Bruxelles? À Paris, on considère que le refus d'accueil serait de l'ordre de 1 sur 2. Alors, on n'a pas les chiffres tout à fait ici. C'est clair que c'est saturé, que la plupart des structures d'accueil, en plus, sont souvent dans des bâtiments un peu vétus ou un peu vieux qu'on n'arrive pas à aménager. Nous, on se pose la question régulièrement de savoir comment on peut pousser les murs chez nous. Mais donc, voilà, c'est compliqué et c'est difficile.
Je ne sais pas, mais là-dessus, on a l'organisme qui coordonne les questions de sans-abrisme à Bruxelles qui s'appelle BrussHelp, BRUSS''HELP, qui a sans doute des informations, ou la fédération AMA, qui aurait des informations là-dessus, mais je ne sais pas dire dans quelle proportion ce non-recours au service est présent à Bruxelles ou en Wallonie. Mais merci à Vincent Le Taillandier d'avoir donné ces éléments sur la situation à Paris. Et effectivement, la situation à Bruxelles, on sait en tout cas qu'il y a également une situation d'offre insuffisante. Peut-être une précision à ce sujet quand même. On a une augmentation des chiffres du sans-abrisme au recensement, dénombrement. Donc, c'est peut-être intéressant aussi de vous le partager. On a une méthode de dénombrement à Bruxelles qui existe depuis 8 ou 9 ans maintenant. Une nuit, tous les 2 ans. Donc là, la dernière fois, c'était le 9 novembre 2019. Il y a un groupe de 250 travailleurs sociaux qui quadrillent en fait la ville par quartier, toutes les rues, en binôme, pour repérer les personnes sans abri ou la présence de valises, cartons qui montreraient en fait qu'il y a une situation de sans-abrisme. Donc, pendant 2 heures le soir, entre 11h et 1h du matin, ce travail est fait. Moi, j'ai participé à la dernière. Et on essaye à chaque fois aussi de qualifier le nombre de femmes, d'hommes, de différencier les deux. Alors, comme Élodie disait, on a aussi quand même des stratégies de masculinisation et de planque, de se cacher, qui ne nous permettent pas toujours de savoir si le chiffre des femmes est sous-estimé ou pas, et on pense que oui. Ça nous permet aussi d'identifier le nombre d'enfants, les tranches d'âge. Et on s'aperçoit, les chiffres du dernier dénombrement, c'est plus de 5000 personnes sans abri, et donc soit en rue, soit dans des squats, soit dans des hébergements d'urgence à Bruxelles. 1000 enfants, 1000 femmes. 2 ans auparavant, c'était 4000. 2 ans auparavant, c'était 3000. Donc, on a une progression du nombre de personnes sans abri, tout en rappelant que ce chiffre est sans doute sous-estimé, parce que quelqu'un qui va dormir chez une amie ou un ami un soir ne sera pas compté cette nuit-là dans la méthodologie, et pourtant sera une cible. Donc, il y a des acteurs qui disent qu'on serait à 10 000 personnes sans abri à Bruxelles aujourd'hui. Je crois que tu as dit que la dernière enquête datait de 2019, c'est pas 2020. 2020, tu as raison, je mélange. 2020, 9 novembre 2020, et les chiffres sont sortis en avril. Ah, on a Pierre-Antoine avec nous. Pierre-Antoine, mais il n'y a pas de micro, il n'y a pas de son. Il y a l'image. Et alors? Non, le micro est coupé. Le micro est coupé. Bon, pendant que Pierre-Antoine, on retrouve son micro, il y a une question tout à fait intéressante qui concerne aussi Pierre-Antoine d'ailleurs. La multiplicité des structures qui permettent la vie en rue ne reste-t-elle pas de la gestion du sans-abrisme, de la gestion du sans-abrisme? Ne faudrait-il pas mieux se concentrer sur le relogement? Mais oui, alors Olivier, bonjour, on se connaît parce que Olivier est dans l'Assemblée générale de l'ILO. Merci pour ta remarque. C'est effectivement le cheval de bataille de l'ILO de dire sortir du sans-abrisme, mettre fin au sans-abrisme. On a des services, et c'est ce qui est intéressant avec ce projet de centre de jour pour femmes, c'est qu'on a des services, comme tu dis, de gestion du sans-abrisme, mais on a aussi des services de captation de logements, de travail, donc capter des logements auprès de propriétaires privés qui loueraient à tarif préférentiel à des personnes qui ont eu un parcours de sans-abrisme. On travaille aussi avec des investisseurs sociaux, des gens qui ont décidé d'acheter un appartement et de le mettre en location à des publics précarisés. Donc, c'est évidemment notre priorité, la sortie du sans-abrisme, le relogement et l'accompagnement à ces problématiques, et ça fera intégralement partie des solutions qu'on déploiera autour de ce projet.
Je vais remercier vivement Élodie et Aude de leur participation. Élodie, si tu es d'accord, on va partager le PowerPoint auprès des participants. On enverra le PowerPoint pour donner les éléments. Pierre-Antoine, est-ce que tu nous entends? Mais tu n'as… Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oh, c'est parfait. Parfait, d'accord. Bonjour à toutes et à tous, et excusez-moi pour le problème technique. Zoom ne fonctionnait pas sur mon PC, étonnamment, donc voilà. On est passé sur smartphone avec difficulté, mais nous avons réussi. Donc excusez-nous encore pour cette problématique. Bon. Voilà, donc on a une présentation tout à fait intéressante et comme je disais tout à l'heure, autant intéressante qu'émouvante, je me permets de le dire, sur la situation du sans-abrisme féminin ou des femmes sans-abri à Bruxelles, mais pas seulement à Bruxelles. Et on a vu via le chat que, évidemment, des situations similaires se retrouvent notamment à Toulouse ou à Bordeaux, je n'ai pas bien compris si c'était Toulouse, mais je crois que c'est Toulouse, et qu'une étude a eu lieu à Bordeaux. On mettra en relation ces éléments-là. Avant de vous donner la parole, Pierre-Antoine, je voudrais dire que je vous ai présenté tout à l'heure, vous ne l'avez pas entendu, mais je m'en excuse. Chose aimable, et que vous êtes, mais je rappelle, vous êtes chercheur en postdoc et vous êtes surtout, disais-je, lauréat du prix de recherche Caritas 2021 pour la solidarité, participe avec la Fondation Caritas à la préparation de ces prix. Vous étiez lauréat pour une thèse de doctorat sur l'administration de l'attente, politique et trajectoire de relogement des familles sans domicile à Paris. Donc, on passe de Bruxelles à Paris. Et donc, je vais vous passer la parole en disant qu'il y a un appel que je lance tous azimuts et que de Bruxelles à Paris, en passant par Toulouse, vous pouvez relayer. La Fondation Caritas relance pour 2022 son appel à des travaux de recherche sur la lutte contre l'exclusion et pour la pauvreté, l'exclusion. Et n'hésitez pas à nous contacter pour la solidarité si vous connaissez des études qui pourraient, dans le domaine, donc plus largement que le sans-abrisme, mais sur les luttes contre l'exclusion de manière générale, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Dans le chat, vous avez les éléments concrets. Et donc, au lauréat 2021, je cède la parole Pierre-Antoine Chauvin. Merci beaucoup à vous pour votre propos introductif. En attendant que le PowerPoint soit mis en place. Donc, à nouveau, oui, à nouveau, toutes mes excuses pour ce léger décalage. Mes excuses à Ariane. Ariane aussi parce que je n'ai pas pu participer. Il n'est pas présent, Pierre-Antoine. D'accord. Elle est remplacée par ses deux collègues tout aussi brillantes. D'accord. Je m'excuse auprès d'elle pour mon absence donc au début de cette séance. Et voilà. Donc, voilà, un léger problème technique. Donc, merci de votre invitation et de votre présence aujourd'hui pour cette rencontre à distance autour des questions du sans-abrisme. Je remercie bien sûr tout spécialement M. Denis Stocking et son équipe qui ont organisé cette séance durant laquelle j'aurai le vrai plaisir de présenter mes principaux résultats de ma thèse. Celle-ci est intitulée, vous l'avez sous les yeux, l'administration de l'attente, politique et trajectoire de relogement des familles sans domicile. C'est une thèse qui a été dirigée par deux chercheuses de l'INED à Paris, donc Catherine Bourrelet et Pascal Etrich-Régon. Et cette thèse a été financée donc, par la mairie de Paris, puis par l'INED entre 2012 et 2020. Donc une recherche au long cours. Peut-être avant d'évoquer plus en détail les quelques résultats saillants de ce travail de recherche, je vous propose de passer quelques courts instants sur les principaux partis pris et méthodologiques de ce travail. En quelques mots, le constat de départ, la méthode employée pour mener à bien cette recherche
et puis les principaux résultats. Alors, vous l'avez sous les yeux, mon travail est parti de plusieurs constats sociodémographiques de départ. Premier constat, chaque nuit en Île-de-France, plus de 12 000 familles, soit à peu près 40 000 personnes, dorment dans une chambre d'hôtel financée par l'État et les départements. L'hôtel meublé représente aujourd'hui constitue la première forme d'hébergement institutionnel pour les familles sans domicile à Paris. Sans domicile, mais pour beaucoup d'entre elles aussi sans titre de séjour. Près de 31% des personnes hébergées à l'hôtel sont en situation irrégulière, ce qui fait que les hôtels meublés ont vocation désormais à compenser les carences des structures spécialisées dans l'accueil des demandeuses d'asile, qui sont issues très majoritairement, puisque dans ma cohorte d'études, c'est à plus de 90% issus d'Afrique subsaharienne. Donc voilà quelques éléments déjà sur le portrait sociodémographique de ma cohorte d'études. Autre évolution notable et constat de départ, c'est l'érosion progressive du parc de logement populaire à Paris depuis les années 70 et sa progressive conversion en logements sociaux et donc une transformation, en fait, si vous voulez, des modalités de peuplement du parc parisien. Au 1er janvier 2018, les logements sociaux à Paris représentaient près de 21% des résidences principales. Parallèlement, on a pu assister également, toujours sur le territoire parisien, au développement, mais aussi hexagonal, on a assisté au développement de filières dites prioritaires qui ont été mises en place dans le cadre du droit au logement, mis en œuvre à partir de 1990. Ces filières dites prioritaires, on y reviendra, elles représentent désormais près de 40% des logements sociaux qui sont attribués chaque année à Paris aux catégories populaires. Donc là, je parle bien en fait des segments très sociaux en fait du parc de logements parisiens. Alors, l'ensemble de ces évolutions que je viens d'aborder très rapidement, on pourra y revenir dans le cadre des questions après cette brève présentation. Et ces évolutions, elles confortaient au départ l'hypothèse d'une formation de plus en plus administrée de la population parisienne. Mais aussi, ces évolutions, elles interrogeaient, et c'est ce qui m'intéressait dans le cadre de cette recherche, sur le rôle des administrations dans l'hébergement et le relogement des personnes sans domicile à Paris spécifiquement, qui est mon terrain d'enquête. Maintenant, venons-en maintenant donc à la méthode que j'ai employée dans le cadre de cette recherche au long cours. Donc, c'était un projet de recherche qui constituait un vrai défi méthodologique, celui d'observer à la fois l'action publique, c'était tout l'enjeu, mais aussi l'action publique et ses publics. Ici, les familles hébergées à l'hôtel par le département de Paris au titre de la protection de l'enfance. En France, l'État est responsable de la mise à l'abri des personnes sans domicile. Les départements sont, eux, chargés de la mise à l'abri dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc, ma cohorte d'enquête est constituée à 100% pleinement de familles qui sont souvent monoparentales, on pourrait y revenir, qui sont hébergées dans les chambres d'hôtel à Paris tout au long de l'année, donc, et dont la participation financière est prise en charge par les services départementaux. Donc, ce travail impliquait la mobilisation d'un large panel de méthodes. L'entrée par les institutions comportait des phases d'observation dans plusieurs commissions administratives. Mon immersion au sein de la direction du logement de l'habitat de la ville de Paris permettait notamment d'assister à ce qu'on pourrait appeler la fabrication quotidienne du jugement administratif. Et mon enquête a par ailleurs donné à entendre les principaux acteurs qui incarnent l'administration parisienne, donc bien sûr les agentes administratives au guichet, les cadres intermédiaires et certains hauts fonctionnaires de l'administration municipale. Voilà pour l'entrée par les institutions. L'entrée par les administrés impliquait quant à elle donc la passation d'un certain nombre d'entretiens biographiques. Durant plusieurs mois, j'ai ainsi visité, alors c'est la slide précédente, mais celle-ci convient très bien aussi à cette entrée par les administrés. Donc, vous avez ici sur la carte de Paris avec en bleu donc les 25 hôtels dans lesquels j'ai réalisé une quarantaine d'entretiens biographiques en 2013-2014. Donc auprès de ces familles sans domicile, donc hébergées à l'hôtel par la ville de Paris, enfin par le département de Paris, puisque vous le savez peut-être, mais la ville de Paris est aussi le département de Paris. Il y a confusion et c'est assez atypique dans le contexte français.
entre la ville et le département. Donc voilà pour une partie du terrain. Ma thèse s'appuie également, et c'était peut-être une des novations de ce travail de recherche, s'appuie donc sur ce qu'on pourrait appeler une ethnographie statistique. J'ai construit en effet donc une base de données longitudinale à partir, donc c'est la slide suivante. J'ai construit donc une base de données longitudinale à partir du fichier des demandeurs de logement parisiens et de 410 dossiers personnels que j'ai collectés au sein des archives municipales. Cette démarche un peu originale a permis de reconstituer sur une période de 6 ans les trajectoires résidentielles d'une cohorte de 696 familles qui étaient hébergées à l'hôtel à Paris en 2009. Donc, j'ai fait un suivi à partir des fichiers administratifs vivants, mais aussi des archives municipales. J'ai suivi sur 6 années ces cohortes pour essayer de voir quels sont les processus de sélection, de filtrage des familles sans domicile qui sont autorisées à accéder au logement social et celles qui ne sont pas autorisées et qui sont orientées vers soit d'autres dispositifs d'hébergement, on y reviendra, soit qui sont poussées à trouver par elles-mêmes en fait, des solutions palliatives. Voilà pour quelques mots sur la méthode d'enquête de la méthode d'enquête que j'ai employée au cours de ce travail de recherche. Je propose donc à présent d'évoquer les principaux apports de ce travail de recherche. Mon intérêt s'est tout d'abord porté sur le rôle du temps dans l'administration des files d'attente. C'était un élément important, c'est un élément qui est important dans ce travail de recherche. Et puis, j'y reviendrai après, j'ai cherché dans un deuxième temps à mesurer, à partir de cette cohorte de 700 familles hébergées à l'hôtel, essayer de mesurer les effets de la mise en œuvre du droit au logement sur leurs chances d'accéder au logement social, mais aussi sur les délais d'accès pour celles qui ont la chance de pouvoir y accéder. Voilà. Donc, il y avait ces deux principaux axes de recherche qui traversaient ce travail. Donc, on va les voir ensemble successivement et brièvement, en tout cas le plus brièvement possible, pour ne pas prendre trop de temps. Alors, je suis parti d'un fait dramatique, donc l'incendie de l'hôtel Paris-Opéra qui en avril 2005 a provoqué la mort de 24 personnes, et 24 personnes donc, dans cet hôtel situé derrière les Galeries Lafayette à Paris, et qui va constituer un moment charnière dans l'histoire des politiques d'hébergement et de relogement en France. Alors, elle va pousser notamment à la création du droit au logement posable, mais aussi, et c'est ce qui m'intéressait dans le cadre de ce travail de recherche, elle va pousser aussi les élus parisiens à mettre en place une innovation gestionnaire, du moins une innovation en France. On pourra revenir sur le contexte belge, peut-être que c'est une création qui est antérieure, disons, en Belgique. Donc, une innovation gestionnaire sur le territoire parisien, le logement temporaire dans le parc privé, ce qui est celui qu'on dénomme parfois logement d'insertion, logement accompagné, qui est en fait un dispositif de captation dans le parc privé de logements qui sont mis ensuite, moyennant finances, qui sont mis à disposition de familles qui étaient précédemment hébergées à l'hôtel à Paris. Donc, je me suis intéressé dans cette thèse spécifiquement à ce dispositif de logement temporaire. Ce dernier, en effet, s'est imposé comme l'une des principales réponses publiques à la hausse continue du nombre de personnes qui sont hébergées chaque nuit à l'hôtel. Et il s'est imposé aussi aujourd'hui comme un peu le fer de lance de la stratégie nationale du logement d'abord qui a été impulsée en 2007. Alors, cette nouvelle forme de logement temporaire, elle témoigne, selon mon enquête, de ce que j'ai appelé la permanence de certains usages bureaucratiques du temps. En effet, administrer l'attente revient à étoffer pour les administrations un ensemble de dispositifs de gestion d'une attente sur laquelle ces mêmes administrations ne peuvent jouer finalement qu'à la marge, puisqu'elles n'ont pas… alors oui, effectivement, si on peut passer à la slide suivante, ça me permettra de faire la transition, je vous remercie. Donc différents usages bureaucratiques du temps, je le disais, une administration qui cherche à étoffer un certain nombre de dispositifs pour gérer une attente sur laquelle finalement elle a peu de prise, puisqu'elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir agir sur les portes de sortie vers le logement social. Donc, mon travail était vraiment essayer de poser une lumière nouvelle sur ces dispositifs de gestion de cette attente. Alors, l'administration
Si on rentre dans le détail, elle va procéder à plusieurs. Elle a dans sa caisse à outils plusieurs procédés stratégiques. Elle va tout d'abord essayer d'agir sur les flux d'entrée dans certaines files d'attente. Donc ça, c'est une stratégie éprouvée. Elle va notamment rationner les places d'hébergement en introduisant une condition de durée de résidence à Paris. Les agents qui sont au guichet sont également amenés à négocier avec l'hébergeant afin de reporter dans le temps la phase d'hébergement institutionnel. Donc l'idée ici, c'est de retarder la prise en charge institutionnelle et cette retardement doit permettre notamment à l'administration de gagner du temps et d'endiguer la progression du stock de ménages prioritaires qui sont en attente de logement. Et donc, dans cette configuration, le temps d'attente apparaît finalement autant comme une contrainte de gestion pour les administrations que comme un outil d'administration qu'elles sont amenées à employer pour justement participer à la régulation de ces files d'attente, à leur fluidification. L'idée étant pour ces administrations de rendre fluides ces files d'attente et éviter la constitution d'un stock trop important de demandeurs et de demandeuses. Donc ça, c'était un pan important de mon travail de recherche. Alors, la question du logement temporaire m'a amené ensuite à m'intéresser plus largement aux nouvelles modalités d'administration du droit au logement, à l'image de ce qu'on observe effectivement depuis plusieurs décennies en France à l'entrée de l'enseignement supérieur. L'orientation des personnes sans domicile, elle s'organise au sein d'un champ toujours plus foisonnant. Donc, diversification des filières, inflation des labellisations, complexification du système d'acteurs, etc. Or, ces nouvelles modalités ne sont pas sans effet sur les trajectoires des personnes sans domicile. Et donc, je vous le disais à l'instant, ma thèse avait aussi pour objectif de mesurer ces effets sur une cohorte de familles hébergées à l'hôtel en 2009 et sur une durée d'observation de 6 ans, ce qui est une durée suffisante pour voir, en fait, pour mesurer certains effets, notamment certains effets de sélection et de réorientation de ces familles dans d'autres files d'attente que celles qui étaient observées. Et donc, au cours de cette thèse, j'ai pu analyser 3 principaux effets. Le premier effet concerne les chances d'accès au logement social. Le second effet touche à leurs attentes, aux attentes de ces personnes, de ces familles sans domicile en matière de logement. Et enfin, le troisième effet portait sur, on y reviendra à la fin de cet exposé, sur les délais d'accès au logement social. Voilà, et je vous propose d'aborder rapidement ces 3 points. Alors, cette slide, effectivement, alors je propose de revenir à la slide précédente. Je vous remercie. Donc dans un premier temps, j'ai pu effectivement démontrer ce que j'ai appelé une transformation inégalitaire des chances d'accès au logement social. La reconnaissance d'une priorité pour l'accès au logement social passe par l'attribution d'un ou plusieurs labels de priorité, le DALO, donc le droit au logement opposable, créé en 2007, mais aussi l'accord collectif départemental qui avait été fondé à partir de 1990. Voilà. Et donc cette reconnaissance priorité, elle passe par l'attribution de ces différents labels, si vous voulez, qui sont délivrés par des instances composées par des représentants de l'État, des collectivités locales, mais aussi des caisses d'allocation familiale et des acteurs associatifs. Et ce que j'ai montré dans le cadre de cette recherche, c'est que finalement, toute période d'hébergement à l'hôtel ne conduisait pas systématiquement à la reconnaissance d'une priorité pour le relogement. Et donc, il ne suffit pas en fait, pour ces familles d'être à l'hôtel, étonnamment, pour pouvoir se voir attribuer un label de priorité pour accéder au logement social. Et donc, durant la période d'observation de mon enquête, près de 17% des familles de cette cohorte n'ont bénéficié finalement d'aucune labellisation et demeurent 6 ans plus tard aux marges du droit au logement. Donc ça, c'est le constat à N+6 ans. Donc vous avez sous les yeux ce qu'on appelle un diagramme de Sankey qui permet de visualiser les différentes trajectoires des familles sans domicile que j'ai observées au cours du temps. On peut constater un certain nombre de choses. Alors, je vais vous orienter parce que c'est difficile pour vous de vous orienter tout de suite sur un schéma un peu complexe. Alors, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que finalement, près de la moitié des familles de la cohorte, au final, ont bénéficié d'un relogement au cours des 6 années d'observation. Donc, c'est ici en bleu sous vos yeux. Donc ça, c'est un élément relativement positif. Néanmoins, 31% des familles sont sorties du système d'hébergement et demeurent aux portes du logement parisien 6 ans plus tard. 13% se sont même désinscrites du fichier des demandeurs de logement. C'est ici en noir sur le graphique.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que 5% des familles de cette cohorte demeurent à l'hôtel donc 6 ans plus tard. Et également le poids donc, du logement temporaire que j'évoquais tout à l'heure, qui s'est imposé comme une étape un peu incontournable pour ces familles, puisque ce dispositif accueille près d'un tiers en fait, des familles qui sont hébergées à l'hôtel, en tout cas sur le territoire du 75, sur le territoire de Paris. Donc, une étape un peu qui est devenue incontournable pour les familles qui veulent accéder au logement social. Pour les familles qui tentent de se débrouiller par elles-mêmes, en se logeant notamment dans le parc privé, donc ici en marron sous vos yeux, ou en retournant chez leur hébergeant, donc ici en gris, ces familles qui tenteront de se débrouiller par elles-mêmes, elles cesseront, et ça c'est un des constats aussi de ma recherche, elles cesseront d'être prioritaires aux yeux des institutions. Toutes choses égales par ailleurs, les familles hébergées à l'hôtel ont ainsi 4 fois plus de chances d'être relogées que celles qui l'ont quitté et continuent à espérer donc à distance des institutions. Donc, à travers cette enquête, c'était aussi mesurer les effets de sélection et voir en fait quel pouvait être le destin résidentiel aussi des familles qui finalement ont quitté en quelque sorte la file d'attente pour rejoindre en fait une autre file d'attente plus traditionnelle. Alors, j'ai montré également, et c'est la slide suivante, j'ai montré par ailleurs que l'inflation de ces dispositifs de relogement, donc DALO, accord collectif, logement temporaire, etc., cette inflation, elle a engendré ce qu'on pourrait appeler une hiérarchisation des files d'attente. Donc, et le graphique, le diagramme mosaïque que vous avez sous vos yeux permet de le visualiser parfaitement. Cette hiérarchisation, elle se fait au détriment de la file d'attente la moins sélective, c'est-à-dire ici celle du droit au logement opposable, donc en rose sous vos yeux, puisqu'en fait 36% des familles qui ont été labellisées DALO, droit au logement opposable, finalement ont été relogées, contre près de 70% pour le logement temporaire parisien, donc en violet sous vos yeux. Parmi les familles qui sont titulaires finalement d'aucun label de priorité, donc en rouge sur le graphique, seuls 20% ont obtenu un logement au sein du parc social. Et donc, on le voit bien ici, le droit au logement opposable, il est concurrencé par finalement d'autres dispositifs de relogement qui ont été mis en place au nom du droit au logement et qui le concurrencent et qui, en fait, produit finalement, au bout du compte, une hiérarchisation des files d'attente que j'ai pu mettre en évidence grâce à ce suivi de cohorte. Alors, mes analyses statistiques, et c'est là aussi la slide suivante, mes analyses statistiques confirment également ce que j'ai appelé la conditionnalité économique du droit au logement. Alors, vous ne l'avez pas encore sous vos yeux, mais j'ai essayé de produire en fait un graphique qui permet de voir la relation étroite, finalement, entre le niveau de revenu et les conditions de logement 6 ans plus tard. Donc, les familles sans domicile, effectivement, elles doivent non seulement respecter certains plafonds de ressources, mais elles sont également soumises à un seuil minimal de revenus d'activité qui est situé aux alentours d'un demi-SMIC net, c'est-à-dire en 1er janvier 2021, c'est 610 €, et qui est ici matérialisé sur le graphique en rouge. Et donc, ce qu'on constate, c'est que plus le revenu d'activité est élevé, meilleure sera la situation résidentielle à la sortie. 75% des familles qui accèdent au logement social ont des revenus qui sont supérieurs à un demi-SMIC. Donc ça, c'est la première colonne sur votre gauche. Donc c'est un graphique qu'on appelle boîte à moustache, ce qui permet de voir les niveaux de revenus en fonction de l'orientation ou du destin résidentiel. Ce que l'on constate aussi sur votre deuxième colonne sur votre droite, c'est qu'à l'inverse, 75% des familles qui demeurent à l'hôtel 6 ans après ont des revenus qui sont inférieurs à un demi-SMIC. Et donc, ma recherche met en évidence, finalement, une inégalité de traitement qui sont des inégalités de traitement qui sont fondées sur une inégalité d'accès au marché du travail. Et celle-ci, c'est ce qui ressort aussi de mes entretiens, ces inégalités, elles frappent en priorité des femmes immigrées qui sont dépourvues de ressources scolaires et relationnelles ou qui rencontrent aussi des problèmes de santé qui ne sont pas reconnus par les institutions. Ça, c'était un élément important. Les personnes qui ont des problèmes de santé non MDPH et qui ne bénéficient pas d'une aide sociale à ce titre-là, en fait, rencontrent d'énormes difficultés pour pouvoir accéder donc à un emploi et ensuite au logement.
Et puis, ma thèse montre qu'il existe aussi un certain nombre de contingences, alors qu'ils ne sont pas mesurables statistiquement forcément, mais en tout cas qui sont observables dans une enquête à partir des trajectoires biographiques. Donc, ce que j'ai noté dans ma thèse et qui confirme d'autres travaux antérieurs, c'est la présence de contingences dans le traitement des demandes et l'importance du rôle des agents au guichet dans le travail d'orientation de ces familles sans domicile. Ce qu'on constate, c'est qu'à salaire égaux, ça on peut le mesurer, à salaire égaux, les destins résidentiels se révèlent parfois inégaux. La priorité est accordée en effet sur la base de critères extra-juridiques. Les familles doivent notamment présenter donc un revenu stable et suffisamment élevé, je l'ai évoqué, mais elles doivent aussi adhérer explicitement à un certain nombre de valeurs qui sont promues par les agents qui les accueillent au guichet, alors l'éthique du travail, de l'épargne, l'idéal d'autonomie, etc. Et donc, il y a un effet filtrant qui est confirmé au guichet avec la mobilisation de catégories de sélection en fait, de ces publics. Alors, ce constat m'amène à évoquer les effets de ce travail administratif sur la formation des attentes populaires en matière de logement, ce qui était aussi un axe de recherche. Depuis sa formulation, donc le 31 mai 1990 par la loi Besson, le droit au logement a suscité de nouvelles espérances chez les personnes mal logées. Et cette attente, elle s'est encore renforcée depuis l'affirmation de son opposabilité par la loi du 5 mars 2007. Et donc, l'intitulé de ma thèse, finalement, l'administration latente, visait en partie à prendre acte de cette nouvelle donne avec de nouvelles espérances suscitées par de nouvelles législations progressistes. À défaut de pouvoir gagner suffisamment de temps, les administrations doivent également s'assurer de ne pas en perdre, ça c'était un élément important. Et les agents sont ainsi invités à limiter certains refus de propositions de logement et sont invités à, je cite, casser les représentations des familles et à tenir un discours de réalité pour qu'une famille regarde finalement avec bienveillance la proposition de logement et pour rendre toujours plus fluide ces files d'attente et éviter la constitution d'un stock et donc de délais trop importants. Et donc ces agents, dans le cadre de ce travail un peu de régulation des files d'attente, doivent accomplir un travail de conversion des espérances, donc avec un ensemble de stratégies, donc visite de quartier ou de communes qui portent certains stigmates et qui pourraient bloquer, finalement, qui pourraient susciter un certain nombre de refus chez les demandeurs de logement. Les bailleurs sociaux organisent aussi des échanges avec certains habitants pour essayer de convaincre les demandeurs, les demandeuses. Et puis, il y a aussi parfois donc l'intervention d'un représentant de bailleur qui va essayer de convaincre et éviter en fait des situations de refus qui seraient problématiques pour les administrations. Et donc, ce que l'on constate au final, c'est que loin de correspondre à une demande spontanée, les attentes à l'égard des institutions et les attentes notamment des familles sans domicile, elles résultent finalement d'un travail social d'ajustement. Le guichet est le lieu par excellence où s'opère un ajustement des attentes des familles sans domicile aux attendus institutionnels. Et ça, voilà, c'est ce que j'ai essayé de démontrer tout au long de ma thèse. Donc, après avoir, donc, dans ce cas de cette thèse, montré les effets de la mise en œuvre du droit au logement sur les chances des candidates, mais aussi sur leurs attentes en matière de logement, j'ai analysé une troisième série d'effets sur les délais d'attente. Ce qui est aussi. 10 minutes. Oui, très bien, mais je pense peut-être moi. Voilà, voilà, tout à fait. Je vous remercie. Et donc, troisième série d'effets donc, sur les délais d'attente, ce qui était aussi peut-être une des novations de ce travail. Les administrations doivent simultanément faire droit aux attentes des demandeurs et prendre en compte aussi celles des autres acteurs du système local d'attribution, les élus locaux, les bailleurs sociaux, mais aussi les collectifs militants qui défendent pourtant des intérêts contradictoires. Les administrations poursuivent, par exemple, des objectifs relativement ambitieux en matière de relogement des familles prioritaires, mais sont elles-mêmes soumises à de nombreux impératifs de gestion qu'on a pu évoquer jusqu'à présent. Les bailleurs sociaux et les élus locaux, eux, sont davantage soucieux de ne pas modifier les équilibres de peuplement de leur parc. L'offre destinée au public prioritaire fait, et ça, c'est le constat notamment de travaux menés par Valérie Salapala, notamment sur le contexte anglais et français, notamment marseillais. L'offre de logement, donc cette offre de logement spécifique destinée aux plus prioritaires, fait l'objet de pratiques de rétention de la part de certains bailleurs qui n'hésitent pas à ralentir les processus de relogement.
Donc, on est bien dans un système local d'attribution où où chaque acteur défend aussi, en quelque sorte, ses propres intérêts en fonction de ses propres impératifs de gestion, évidemment. Les collectifs de mal logés jouent un rôle important quand ils cherchent, quant à eux, et notamment à garantir, ce que j'ai pu montrer, à garantir un certain nombre de débouchés à leurs adhérents dans le cadre de transactions politiques locales. Donc, ils ont un rôle aussi dans la fabrication locale, en quelque sorte, dans la fabrication locale du droit au logement. Et donc, l'idée de ce travail de recherche était aussi non seulement de voir, de recenser l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le contexte parisien et qui vont agir sur cette production locale du droit au logement, mais aussi qui vont, par leur action, avoir des effets sur les délais d'attente. Alors, en effet, cette concurrence des priorités gestionnaires, elle n'est pas sans effet sur les calendriers d'accès au logement social. À l'aide des données que j'ai collectées dans le cadre de ce travail de recherche, j'ai pu montrer en effet que les délais d'attente résultaient en grande partie des conditions de prise en charge d'un ensemble d'attendus concurrents. Plus que d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, qui est classiquement évoqué, les délais d'attente sont le produit, au final, de compromis négociés entre les différents acteurs du système local d'attribution que j'ai cité précédemment. Et donc, de ce constat empirique découle un certain nombre d'informations, et affirmations qui sont notamment tirées donc, du graphique qui est sous vos yeux. Non seulement les publics dits prioritaires ne le sont pas systématiquement au moment de l'attribution, mais une part importante de ceux qui ont été relogés subit en fait des durées d'attente équivalentes, voire parfois supérieures à la durée moyenne d'accès au logement social à Paris. Et donc, le graphique que vous avez sous les yeux permet de bien visualiser et enregistre assez bien finalement ce phénomène. Il représente les différentes files d'attente pour l'accès au logement social à Paris et finalement le temps, les délais d'accès que chacune de ces files d'attente offre à ces familles son domicile. Et donc, on voit bien, vous avez en trait rouge, pour mieux visualiser, vous avez en fait donc la barrière des 4 ans, qui est la durée moyenne d'accès au logement social, donc mesurée en 2006-2009. Et en parallèle, vous avez pour chacune de ces files d'attente la durée à la fois moyenne qui est encadrée et la médiane qui est le trait donc au centre que vous pouvez visualiser. La médiane, en fait, et donc pour beaucoup de ces familles qui sont inscrites dans ces files d'attente, les temps d'attente sont, on le voit bien ici, on peut vraiment le visualiser ici, sont supérieurs pour au moins près de 50% d'entre elles à la durée moyenne d'accès au logement social à Paris. Et donc, il me reste quelques instants. En guise de conclusion, on pourra revenir sur tous ces résultats en détail si vous le souhaitez juste après. En guise de conclusion, peut-être, donc ce travail de recherche, il peut être lu comme une invitation à repenser le rôle des administrations, mais aussi des autres acteurs qui interviennent dans le système local d'attribution, dans la mise en œuvre du droit au logement. Cette thèse, elle montre notamment que l'administration de l'attente, elle ne se réduit pas à une simple gestion de la pénurie, mais revêt davantage, finalement, la forme ce qu'on appelle une coproduction des délais d'attente et d'une lutte entre les acteurs de ce système donc local d'attribution pour imposer leurs propres critères d'attribution qui sont mis en place, mis en œuvre en fonction eux-mêmes donc de contraintes de gestion. Donc chaque acteur a ses propres contraintes de gestion, a ses propres intérêts et va essayer de les imposer dans le cadre de négociations locales autour de ces critères d'orientation des familles sans domicile que j'ai tenté de mettre en lumière dans le cadre de cette recherche. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que la portée juridique du droit au logement s'est progressivement effacée devant un ensemble de priorités gestionnaires qui entrent en concurrence sur le territoire parisien, qui est un territoire assez spécifique, il faut le dire, en matière de déséquilibre entre l'offre et la demande, évidemment. Et davantage que des coups de fil, ces filières prioritaires sont des files d'attente qui sont autonomes, régies par leurs propres règles et leurs propres calendriers. Donc, on a un ensemble de files d'attente qui ont leur propre autonomie, leurs propres règles et leurs propres délais d'accès au logement social. Et
pour conclure, ma thèse montre en fait ainsi que l'organisation du système local d'attribution en filière, qui se renouvelle et qui se multiplie, génère au final des inégalités en matière d'accès au logement social, inégalités dont les personnes sans domicile sont les premières victimes. Voilà pour cette courte présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci Pierre-Antoine pour cet exposé un peu pessimiste. Mais on peut avoir une... La conclusion n'est pas vraiment enthousiasmante, malheureusement. Alors, on peut avoir une lecture optimiste aussi. On pourra y revenir. On peut avoir une lecture optimiste, mais effectivement, j'ai choisi une lecture plus pessimiste aujourd'hui, malgré le contexte, en dépit du contexte. Voilà. Donc, il y a plusieurs questions qui sont apparues à la discussion ou dans que j'ai réponse. Et que je n'ai pas pu lire en fait sur mon smartphone, donc j'en suis désolé. Est-ce que vous pouvez le oraliser si c'est possible ou... Oui, donc il y avait d'une part Rachel Berthelet, donc du CCS de Toulouse, que nous avons eu tout à l'heure, disait qu'elle ne trouvait pas votre thèse doctorat sur un élément français, et donc elle voulait voir si on pouvait bénéficier de votre thèse. Tout à fait. En fait, elle est disponible uniquement à la demande, donc pour cela, il faut m'envoyer un mail en fait. Est-ce que vous pouvez mettre… Ah non, donc est-ce qu'on va mettre… Oui. C'est quoi votre adresse mail? Alors, c'est pierre-antoine.chauvin@santé.gouv.fr. Donc, et donc, aux personnes qui le souhaitent, je leur ferai parvenir le manuscrit de thèse, voilà, qui est que je diffuse à la demande. On peut peut-être annoncer, Pierre-Antoine, que vous allez publier dans la collection études et dossiers de Pour la solidarité tout à fait. une synthèse dans les prochaines semaines. Tout à fait, tout à fait. Et donc, qui là sera accessible librement sur votre site. Tout à fait. Et je pense sur le site de la Fondation Caritas. Et donc, vous avez sur le chat l'adresse mail de Pierre-Antoine. Alors, il y avait une question. Pourquoi ça s'est bloqué? Il y avait une question sur le logement social. Et donc, est-ce que peut-être Aude Garelli peut y répondre éventuellement? Non, pas beaucoup, c'est ce que j'ai écrit dans le chat. Enfin, Élodie a aussi répondu en donnant quelques chiffres issus du rapport que Lilo a fait. On a peu d'informations, en tout cas pas de chiffres actualisés sur la demande de logement social pour les familles monoparentales. Par contre, effectivement, on confirme que les familles monoparentales sont composées à 80% de ménages pilotés par des femmes. Donc, quand on parle famille monoparentale, on parle femmes. En tout cas, à Bruxelles, ça c'est clair et net. Mais par contre, je référençais un site internet qui s'appelle parentsolo.bruxelles, qui a fait une étude sur la question de la monoparentalité en juin 2021. Il y a un rapport complet de plus de 200 pages où je pense que ces éléments-là sont abordés. Et comme disait Élodie aussi, on était surpris, Pierre-Antoine, parce que le chiffre de 4 ans d'attente pour un logement social à Paris nous paraît en fait assez optimiste, assez positif. On est à 10 ans à Bruxelles. C'est étonnant, je trouve, cette différence du double. Je ne sais pas comment ça s'explique. Alors c'est une vraie question, puisque en fait, quasiment aucun organisme parisien n'arrive à mesurer véritablement et consacre même de moyens et de temps à mesurer les véritables délais d'attente. Alors ça, c'est un délai d'attente que j'ai obtenu grâce à un travail réalisé en 2012, notamment en 2012 et un peu après, par des économistes qui ont essayé de mesurer les effets discriminatoires à l'entrée, donc à partir d'un modèle économétrique, donc à l'entrée du parc français. Et en fait, cette étude évoquait donc
notamment le délai de 4 ans sur le territoire parisien, un délai qui était après équivalent à ce que je pouvais trouver sur l'Observatoire parisien des loyers. Enfin, plusieurs organismes avaient à peu près évalué à 4 ans. Alors, c'est une moyenne, hein, c'est une moyenne sur l'ensemble du parc. Oui. En fait, et malheureusement, il n'y a aujourd'hui aucune étude exhaustive sur les délais d'attente, notamment prenant en compte la segmentation du logement social. En fait. Donc, voilà, donc il y a aussi, voilà, c'est à prendre avec un centre de précaution aussi. Est-ce que vous dites c'est donc un chiffre de 2012 ça ne m'étonnerait pas. Oui. Ça ne m'étonnerait pas qu'à Bruxelles, en 2012, on soit à moins que 10, mais aujourd'hui, c'est le cas. Bruxelles est une ville particulièrement dense, qui a très peu de terrains fonciers disponibles. Donc, le logement social, c'est souvent de la rénovation de bâtis anciens, ce qui donne des coûts énormes. Il est beaucoup plus cher de rénover du bâti ancien que de construire du neuf. Je ne sais pas si on a la même problématique à Paris, mais à Bruxelles, trouver du foncier… Je pense que les problématiques sont assez similaires. Effectivement, on a assez peu, je crois que c'est moins de 20% de création de logements sociaux nets. En fait, et là, on a une majorité d'acquisition, réhabilitation pour pouvoir produire effectivement du logement social. Et on va même au-delà, puisque par le biais de ce dispositif de logement temporaire, on va aussi capter du logement, finalement dans le parc privé pour pouvoir finalement le sous-louer en quelque sorte. Oui. À des familles sans domicile. Alors, on disait, vous n'étiez pas là, juste Denis. Oui, pardon. Vous n'étiez pas là quand on a présenté. Nous aussi, à Lilo, on a une cellule captation, création de logements qui travaille avec des propriétaires privés pour mettre en location en AIS, Agence immobilière sociale, tout à fait préférentielle, ou pour créer du logement. Et donc, on mobilise des investisseurs pour investir dans de la brique sociale et on met à disposition des publics. Alors, c'est un dispositif qui existait aussi à Paris, mais qui n'a pas fonctionné. Alors, ce serait intéressant de voir, de faire une étude finalement binationale pour essayer de comprendre pourquoi finalement à Bruxelles, cette AIS semble relativement bien fonctionner, et ce qui n'est pas le cas à Paris, finalement, qui a opté pour ce système de logement temporaire. Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des conditions, est-ce que c'est la réglementation belge qui est différente, qui permet aussi d'avoir un peu plus de leviers fiscaux voilà, il y a peut-être une question à la fois technique, juridique à poser sur cette question. Tout à fait, ça serait intéressant de le travailler. Par contre, nous, on a aussi du logement temporaire. Hein. Je ne suis pas en train de dire que la Belgique est première de la classe en matière d'accès à du logement social durable de qualité, mais il y a effectivement 19 AIS dans les 19 communes qui sont les 19 départements de Bruxelles. Et ce mécanisme marche assez bien, il est fort subventionné par les pouvoirs publics. Et on a évidemment du logement tremplin temporaire et Lilo mène des expériences à ce sujet. On réquisitionne, c'est pas le mot, mais on bénéficie de logements publics en attente de gros travaux de rénovation, souvent des travaux qui sont prévus pour dans 1 an ou 2 ans. Et les sociétés qui s'appellent les CISP, donc ces sociétés immobilière, sociale. Voilà. Merci, Denis. Les mettent à disposition en fait, de Lilo depuis maintenant, ça va faire 1 an et demi, 2 ans qu'on a mis en place ce projet innovant. Et donc, c'est du logement qui reste qualitatif, puisque souvent, c'est des gros travaux d'aménagement, de plomberie des immeubles ou des choses comme ça. Et on loge des familles ou des personnes seules, ex-sans-abri, dans ces dispositifs pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et ça permet un accompagnement beaucoup plus qualitatif à retrouver un logement durable, puisqu'on sait qu'accompagner quelqu'un qui est en rue sur des démarches de logement, c'est compliqué, puisque la préoccupation première, c'est dormir, manger, se laver. Et donc, on met en place aussi des dispositifs comme ça, des dispositifs modulaires aussi. On a un projet qui s'appelle Home for Less, où dans des bureaux désaffectés, on crée des modules en bois, petits appartements, qui permettent d'accueillir des gens dans des conditions dignes, quoi. Beaucoup de questions sont posées, mais avant d'y passer, je dirais que je suis président d'une de ces AIS, Agence immobilière sociale à Bruxelles, et c'est effectivement un système qui fonctionne bien. Il y en a plus que 19 à Bruxelles, et il y en a des privés, des publics. Et, oui. Et
Et donc, il y a un système assez mixte et qui donne des résultats tout à fait importants pour aider au logement de long terme de population. Alors, oui, il y a plusieurs questions qui sont posées, notamment par Rachel Berthelet. Et je trouve qu'il y a une question politique tout à fait importante de Rachel. Merci Rachel pour toutes ces questions. C'est est-ce que votre thèse est utile? Est-ce que les services de l'État s'en sont emparés? Et je sais que la Fondation Caritas vous a octroyé le prix 2021 justement par tout l'intérêt pour les services publics, pour les pouvoirs publics, pour l'État, les services de l'État. Et donc, est-ce que vous êtes en contact avec les services de l'État? Je ne suis pas en contact avec les services de l'État, mais j'ai un contact à la DIAL. Je pense que, attention aux initiales. Aux initiales. Non, bien sûr. Excusez-moi. Non, en fait, j'ai rendez-vous je crois, dans près un mois avec les services municipaux, les services départementaux, en fait, pour justement aborder ces questions et proposer aussi une synthèse de mon travail. Et donc, si j'ose dire, la réception de mon travail elle prend finalement un peu de temps. Alors, c'est normal, il y a eu le Covid, bien sûr, et puis il y a le temps des administrations. Qui fait que mon travail n'a pas été complètement reçu par les administrations, mais c'est en cours. C'est en cours et j'ai rendez-vous avec les services municipaux dans quelques semaines, justement pour présenter ce travail. Donc, voilà. Après, que vont faire les services municipaux de ce travail? Voilà, la question reste ouverte, évidemment. Oui, c'est complètement politique. Ce n'est pas qu'une question de Covid et de temps, c'est une question de est-ce qu'on est prêt à travailler sur ces questions-là et à mettre en œuvre… Bien sûr. Comme disait Denis, quoi. Bien sûr. Donc, OK, je crois que là, il y a vraiment un enjeu important que les services publics utilisent les résultats de votre thèse, des thèses de manière générale. Tout à fait. Donc, mais le temps de la recherche et le temps de l'administratif est toujours… les deux sont difficiles à articuler. Parce qu'au sein de l'administration, les personnes qui ont soutenu ma thèse financièrement, donc au milieu des années 2010, ont quitté leur poste en fait. Et donc ce temps administratif et le temps de la recherche sont un peu désynchronisés, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour justement le dialogue entre ces deux champs en fait. Donc il y a un concept français, le DALO, droit au logement opposable. Oui. De quoi s'agit-il? Et donc Rachel Berthelet nous en donne quelques éléments, mais est-ce que vous pouvez en dire 2-3 mots? Non, en fait, je crois que j'ai du mal à voir sur mon smartphone tous les échanges sur le chat. Mais en fait, c'est un label de priorité en fait, qui a été mis en place en 2007 et qui est délivré par une commission départementale, donc dans tous les départements français. Et donc, il y a ce qu'on appelle une commission de médiation qui est amenée en fait, à se prononcer sur un ensemble de candidatures de personnes qui sont touchées par le mal-logement à divers titres et qui obtiennent ou non en fait, ce label de priorité qui va leur permettre en fait, d'intégrer une file d'attente qui va peut-être les mener, mais alors sur des durées très longues, parce que c'est ce que j'ai montré notamment dans le cas de cette thèse, sur des délais assez longs, plus longs que les autres files d'attente, notamment qui ont été mis en place dans le cadre du droit au logement, et notamment la file d'attente du logement temporaire et de l'accord collectif départemental. OK. Merci. J'essaie de voir. En Belgique, est-ce qu'être reconnu sans abri permet d'obtenir des points de priorité dans l'attente d'un logement social? Alors là, ça me pose une colle, j'avoue. On a des collègues qui sont spécialisés sur ces questions à Lilo. Moi, je ne le suis pas. Peut-être que… Moi, ce que je peux dire, c'est que pour les AIS, ouais. Ça donne des points et je pense que les deux systèmes sont liés. Je pense qu'Olivier Van Gotham a peut-être des éléments là-dessus, s'il est toujours dans le chat. Je pense que oui. Et donc, pour les AIS, en tout cas, je peux confirmer
qu'il y a des points de priorité dans l'attente lorsqu'on est sans-abri. Oui. Alors, Rachel, les victimes de violences ont d'autres priorisations sur le contingent préfectoral par département. Les critères du DALO concernent les personnes sans logement ou l'insalubrité du logement avec enfants mineurs et les personnes handicapées. Tout à fait. Voilà. Et moi, j'avais une petite question aussi. Enfin, il y a un élément qui a piqué ma curiosité. Enfin, merci pour la présentation. Déjà, c'était vraiment hyper intéressant et assez impressionnant d'avoir travaillé sur une cohorte de quasiment 700 familles. Ce qui a piqué ma curiosité, c'est aussi quand vous parliez des critères de revenus, etc., mais aussi du fait qu'il y a la question des valeurs qui entrent en ligne de compte à un moment au guichet. Ça m'interpelle un peu. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur c'est quoi les valeurs, à quelles valeurs ils sont censés adhérer et comment on mesure ça? Je trouve ça assez bizarre. Alors, c'est là où les outils sociologiques sont intéressants, c'est qu'on a affaire ici à une confrontation en quelque sorte de classes et des classes moyennes, en fait, des petites classes moyennes qui sont au guichet, en fait, et qui accueillent des personnes qui sont issues des classes populaires et qui n'ont pas le même rapport au travail, à l'argent, à l'épargne, à l'idéal d'autonomie, à un ensemble de valeurs, en fait, qui vont guider leurs actions au quotidien et leurs choix, notamment budgétaires. Et donc, les choix budgétaires aussi seront jugés à l'aune de ces valeurs par les agents au guichet, en fait, qui vont aussi orienter différentiellement les familles en fonction de leurs propres appréciations et de leur catégorie de l'entendement, en quelque sorte. Et donc, une famille qui aura des difficultés à gérer son budget, en fait, ne sera pas vue de la même manière qu'une personne qui a une gestion dite rigoureuse de son budget. Et en tout cas, le destin résidentiel dépendra de cette appréciation-là. Alors même que les personnes ont objectivement les mêmes sources de revenus et le même niveau de revenus. Donc ça, ce sont des écarts qu'on peut observer au guichet. Voilà. Donc il y a bien un effet du guichet qui s'opère avec des revenus égaux et des destins résidentiels qui sont inégaux. Voilà, c'est ce que je peux montrer, en tout cas par ce suivi de cohorte, je peux montrer qu'il y a à revenus égaux, on a des trajectoires résidentielles qui ne sont pas équivalentes. Ok, oui, donc il faut classer les bons pauvres et les mauvais pauvres. Alors, il y a une sorte de classement qui s'opère. Alors, c'est jamais verbalisé de cette manière-là, mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut observer de manière fine quand on travaille au guichet. Et c'est entièrement laissé à l'appréciation de la personne au guichet, ou est-ce qu'ils ont des espèces de grilles? Alors, il y a des grilles, mais les agents de guichet qui sont formés au travail social, en fait, ont une certaine autonomie professionnelle. Alors, il y a des instances collectives de construction de la décision, de l'orientation, mais il y a quand même un certain nombre de marges de manœuvre, notamment dans les délais de dépôt de candidature. C'est-à-dire que là où les agents de guichet vont jouer, c'est sur leur capacité à multiplier les candidatures ou au contraire à plus ou moins faire attendre la personne pour lui imposer un certain nombre de pratiques budgétaires. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut observer. Peut-être une réflexion à ce sujet, enfin je ne sais pas si c'est un peu plus large que ça, mais en Belgique, comme on a un système dans les services publics fédéraux, en tout cas, d'experts du vécu. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a, je dirais, une quinzaine d'années maintenant, dans des services publics ou des associations. C'est des gens qui ont eu un parcours de précarité depuis 2005. Merci Olivier. C'est des gens qui ont eu un parcours de précarité et qui ont en fait la tâche et la mission de faire évoluer les pratiques des services publics. Mais Olivier l'expliquera mieux que moi peut-être. En tenant compte en fait du décalage qu'il peut y avoir entre populations plus précarisées et services publics, par exemple. Quand on envoie des lettres de convocation des services du chômage à des gens qui ne savent pas lire ou qui maîtrisent peu l'écrit, ça veut dire que ça ne sert à rien. Il y a d'autres méthodes pour toucher les choses. L'idée, c'est aussi de simplifier les méthodes et à chaque fois de se dire comment on fait pour faire évoluer nos services publics pour qu'ils soient accessibles au plus de gens. Un passeur de savoir, voilà, comme dit Olivier. Un passeur de savoir. Et ce sont des choses qu'on n'observe pas sur le terrain hexagonal, enfin en France.
Souvent, on sait que la sphère francophone, Belgique, Québec sont souvent des modèles, sont souvent innovants en la matière, experts du vécu. Voilà, c'est quelque chose d'assez étranger à la France, malheureusement. Et ça fait partie des bonnes pratiques que l'on devrait adopter et qui sont assez, à mon avis, assez faciles à adopter finalement Après, au sein des administrations. C'est tout un dispositif avec une formation hyper poussée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'associations de travail social qui s'appuient aussi sur ce genre d'expérience. Et donc, même des travailleurs sociaux qui sont normalement formés pour comprendre les questions de précarité, s'outillent bien souvent de personnes expertes du vécu pour être sûr d'avoir un décalage le moins fort possible avec les publics. On a dans le chat Rachel qui nous dit qu'on travaille, donc je suppose à Toulouse, sur la paire aidance. Oui. Et Olivier Van Goethem dit qu'à Grenoble, on travaille un peu aussi sur cette situation. Peut-être juste un petit mot là-dessus, Denis, Élodie. Tu peux citer l'exemple. On a une des femmes là qui a participé. Enfin, vas-y. Oui, dans notre panel justement d'experts du vécu pour penser le concept de dispositif de jour, une des femmes est effectivement en fin de formation père aidance. Et c'est vrai que ça se développe de plus en plus, mais pour l'instant, il reste toujours un problème qui est en train d'être dépassé petit à petit, mais du manque de statut et donc de la difficulté d'engager les pères aidants dans les structures. Mais je sais que là, vraiment, de plus en plus, il y a de plus en plus d'offres d'associations, notamment du secteur sans-abri, qui créent des postes ou qui obtiennent des subsides pour créer un poste père aidant. Et c'est vrai que nous, dans le groupe, moi, j'ai vraiment vu la différence avec la présence de Cindy, en l'occurrence, qui est père aidante, qui permet en fait d'avoir une espèce de troisième voie, de parfois pouvoir dire des choses aux autres femmes que nous, en tant que chargés de projet, il est plus difficile d'amener. Et elle a aussi fait un stage dans un de nos services dans une maison d'accueil pour hommes, où d'ailleurs, je sais qu'on essaye de l'engager parce qu'elle est vraiment extrêmement précieuse. Et donc, c'est vrai que avoir cette espèce de position à la fois plus proche des personnes et un peu externe qui permet de dire d'autres choses que les travailleurs et les travailleuses sociales, ça aide vraiment énormément. Et ça permet aussi de rééquilibrer un rapport d'aide qui est aussi un rapport de force, en fait, quand on observe aussi parfois. Donc voilà, effectivement, c'est une troisième voie intéressante. Ouais. On va clôturer notre séance de 2 heures. On avait prévu 2 heures et on a déjà d'ailleurs une bonne dizaine de participants qui nous ont quittés. Je vais remercier l'ensemble de nos intervenantes et intervenants. Remercier 2 personnes de l'ombre, qui est Betsy Vivenis, notre conseillère en communication, grâce à qui les choses ont pu se passer, et en particulier rattraper Pierre-Antoine Chauvin. Merci beaucoup. Et Alexis Wilmot, mon collègue qui a travaillé avec moi, qui lance l'appel à candidature pour le prix Caritas 2022. Donc, on a vos adresses Internet, vos adresses mail, on vous envoie le PowerPoint si vous êtes d'accord. Et donc, je rappelle que Pierre-Antoine publiera à PLS une synthèse de ces travaux dans les semaines à venir, en février probablement. Voilà, je remercie tout le monde. Je remercie aussi les participantes et participants qui ont contribué par leurs commentaires, questions, remarques dans le chat. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. solidarité. Tout à fait. Merci encore.